Bienvenue sur toute l'actualité en France et à l'international. On commence tout de suite. 30 secondes. C'est le temps qu'il a fallu pour que tout ce sur quoi reposait l'architecture sécuritaire du Moyen-Orient commence à s'effondrer. Pas des mois d'effondrement diplomatique, pas des années de lent déclin militaire. 30 secondes. Le moment où le premier missile balistique iranien a franchi l'espace aérien israélien et où les systèmes conçus pour l'arrêter ont commencé à rater leur cible. Quelque chose s'est produit cette nuit-là. Et avant d'aller une seule seconde plus loin dans cette analyse, un point doit être établi clairement. Ce qui suit n'est pas ce qu'on voit sur CNN, ni ce qu'on voit sur la BBC, ni ce qu'on retrouve dans les communiqués officiels venant de Washington ou de Tel Aviv. Ce qui compte ici, c'est la mécanique réelle de ce qui s'est passé cette nuit-là. Les vrais chiffres, les vraies défaillances, les vraies décisions prises en temps réel par de vraies personnes qui comprenaient exactement ce que ces décisions impliquaient. Quand tout cela sera terminé, une chose deviendra impossible à ignorer. Cette nuit précise, cet échange précis, change les règles de tout le jeu pour la suite. Et non, on n'est pas dans l'un de ces briefings à la Trump où la carte est à l'envers, les chiffres sont improvisés, et les applaudissements restent quand même obligatoires. Le moment lui-même est essentiel. Quelque part au cours des premières heures, 300 objets distincts sont entrés simultanément dans l'espace aérien israélien. Pas l'un après l'autre, pas en grappe. 300, dans une séquence d'attaques coordonnées en couches, pensées, répétées et affinées pendant des années de préparation. Et le système qui était censé les arrêter, le système qui a coûté des milliards de dollars, le système présenté au monde entier comme l'étalon or de la défense antimissile, le système que les contribuables américains ont en partie financé et que les ingénieurs israéliens ont passé des décennies à perfectionner, ce système en a arrêté moins de 200. 100 missiles et drones ont atteint leur cible. 100. Et les cibles touchées n'avaient pas été choisies au hasard. Elles avaient été choisies avec ce genre de précision froide et chirurgicale qui dit tout ce qu'il faut savoir sur le temps consacré à la préparation de ce moment. Ce chiffre doit rester bien ancré à l'esprit, un instant. 100 impacts réussis sur 300 menaces en 30. Cela représente un taux de pénétration de 33% contre le système de défense aérienne multicouche le plus sophistiqué de la planète. Les planificateurs de défense, les stratèges militaires, les analystes du renseignement à Washington, Londres, Paris, Tel Aviv vont faire tourner ce chiffre dans tous leurs modèles pendant des années. Parce que ce chiffre brise quelque chose. Il brise l'hypothèse fondamentale qui sous-tend la pensée militaire occidentale sur la défense antimissile depuis la guerre du Golfe. Un taux de pénétration de 33%, c'est le genre de chiffre que les alliés de Trump rebaptiseraient victoire historique avant même que la fumée se soit dissipée. L'hypothèse selon laquelle un système de défense multicouche moderne, bien financé et bien intégré, arrêtera assez de menaces entrantes pour rendre les attaques massives de missiles stratégiquement inefficaces. Cette nuit-là a prouvé que cette hypothèse était fausse, de la manière la plus publique et la plus irréversible possible. À partir de là, l'analyse doit se déplacer vers un endroit précis, la base aérienne de Nevatim, dans le désert du Negev. Si l'on veut comprendre le véritable poids stratégique de ce qui s'est passé cette nuit-là, il faut d'abord comprendre ce qu'est Nevatim. Nevatim n'est pas qu'une simple base militaire. C'est le site opérationnel de la flotte israélienne de F-35 Yadir. Plus de 50 chasseurs furtifs de 5e génération qui représentent l'investissement militaire le plus avancé, le plus coûteux, le plus stratégiquement crucial jamais réalisé par l'État israélien. Et crucial, ici, ne veut pas seulement dire important. Cela veut dire que toute la doctrine militaire offensive d'Israël, depuis 10 ans, passe par ces appareils. Tous les scénarios impliquant une frappe potentielle contre les infrastructures nucléaires iraniennes, tous les scénarios impliquant une pénétration profonde d'un espace aérien interdit, tous les scénarios exigeant qu'Israël agisse sans couverture aérienne américaine, tout passe par Nevatim. Détruire Nevatim, ce n'est pas simplement frapper l'armée de l'air israélienne, c'est lui retirer chirurgicalement sa capacité d'action stratégique indépendante. L'Iran savait exactement ce qu'il visait. C'est la première chose qu'il faut comprendre au sujet de la dimension militaire de cette histoire. Il n'y avait rien d'impulsif, ni de symbolique dans le choix des cibles cette nuit-là. Tout ce qui a été choisi l'a été en fonction de ce que sa destruction ou sa dégradation ferait à la capacité militaire israélienne dans les semaines et les mois suivants. Nevatim n'a pas été choisie parce qu'elle offrirait des images spectaculaires en flammes sur les images satellites. Elle a été choisie parce que le renseignement de ciblage accumulé au fil d'années de collecte patiente l'avait identifiée comme le pilier porteur de la puissance aérienne israélienne. Et les colonnes de fumée noire visibles à 40 km le lendemain matin racontaient toute l'histoire quant à l'efficacité du ciblage.
Dans l'univers Trump, cela se transformerait probablement en conférence de presse expliquant que la fumée était en fait très belle, et donc stratégiquement encourageante. L'architecture de la frappe elle-même est l'endroit où l'histoire devient techniquement extraordinaire d'une façon que la plupart des couvertures médiatiques vont complètement manquer. L'attaque n'a pas commencé par des missiles. Elle a commencé par des systèmes de drones leurres consommables, peu coûteux, lents, conçus non pas pour causer des dommages, mais pour produire quelque chose de bien plus précieux sur le plan stratégique. Ils étaient conçus pour forcer chaque batterie du dôme de fer, chaque lanceur de David Sling, chaque système intercepteur Arrow dans les secteurs nord, et centres à s'activer simultanément, à brûler leur stock prêt au tir, à pousser les ordinateurs de commandement et de contrôle qui gèrent les séquences d'interception vers leurs limites de traitement. Quand un système de conduite de tir suit simultanément plus de 200 signatures entrantes et attribue des intercepteurs à chacune d'elles, la charge computationnelle approche du plafond prévu par sa conception. Les temps de réponse s'allongent. Les algorithmes de priorisation commencent à faire des erreurs. Des brèches s'ouvrent dans la matrice de couverture. Et le point critique est le suivant. Ces brèches ne sont pas aléatoires. Elles sont prévisibles parce que l'Iran étudie depuis des années la signature comportementale de ces systèmes en conditions de saturation. L'essaim de l'heure n'a pas été improvisé. C'était une clé taillée précisément pour correspondre à la serrure. Voilà à quoi ressemble une véritable préparation, ce qui devient gênant pour une culture politique qui croit que crier force dans un micro équivaut à de la logistique. Dans ces brèches est arrivée la deuxième vague. Des missiles balistiques guidés de précision, équipés d'ogives calibrées pour des cibles durcies, des portes de hangars renforcées, des dépôts de carburant et de munitions, des nœuds radars, des infrastructures de communication. Et l'architecture de guidage de ces missiles mérite une attention complète, parce qu'elle explique directement pourquoi le taux d'interception a été si faible. L'arme balistique principale utilisée dans la frappe, le Khaybar-Shekan, emploie une combinaison de navigation inertielle, de systèmes de référence au terrain et, en phase terminale, un autodirecteur actif qui permet à l'ogive d'identifier et de suivre sa cible indépendamment de tout signal externe. Cela compte énormément parce que cela signifie que le brouillage GPS, que les forces américaines ont tenté de déployer cette nuit-là, n'a produit aucune dégradation mesurable de la précision de frappe iranienne. L'arme n'a pas besoin du GPS. Elle a ses propres yeux. Ensuite, il y a le profil de vol en phase terminale. L'ogive ne suit pas une trajectoire prévisible dans ces dernières secondes. Elle manœuvre. Des corrections latérales et verticales à vitesse hypersonique, modifiant l'angle d'approche d'une manière qui déjoue les algorithmes de prédiction de l'angle d'avance dont dépendent les intercepteurs défensifs. Pour arrêter un véhicule de rentrée manœuvrant, un missile défensif ne peut pas viser l'endroit où se trouve la cible. Il doit viser l'endroit où la cible sera quand l'intercepteur arrivera. Si la cible change de position de façon imprévisible pendant cette fenêtre, l'intercepteur rate. Le Khaybar-Shekan a été conçu précisément pour exploiter cette vulnérabilité. Et les résultats Nevatim ont confirmé que cette conception fonctionnait. Il s'avère que la réalité se moque complètement du nombre de fois où un porte-parole pro-Trump répète « contrôle total » à la télévision. Il y a aussi une dimension financière ici et c'est l'un des aspects les moins rapportés de ce qui s'est passé, tout en étant l'un des plus stratégiquement importants. Un missile Khaybar-Shekan coûte à l'Iran quelque part entre 100. La doctrine exige de tirer 2 intercepteurs simultanément pour obtenir une probabilité fiable de destruction contre une seule cible, ce qui porte le coût à 80 000 à 100 000 $ par engagement. Quand le système passe à David Sling ou à Arrow contre une menace balistique, le coût de l'intercepteur monte entre 1 million et 5 millions de dollars par tir. Quand l'Iran tire 300 cibles mixtes dans une seule séquence opérationnelle, l'asymétrie de coût par engagement atteint des centaines de millions de dollars. L'Iran dépense une fraction de ce qu'Israël doit dépenser simplement pour maintenir sa posture défensive. Et les stocks d'intercepteurs israéliens sont finis. Les délais de production pour les reconstituer se comptent en mois. La chaîne de réapprovisionnement américaine, bien que substantielle, traîne avec elle son propre poids politique et logistique. Ce n'est pas seulement une histoire militaire. C'est une histoire d'attrition économique qui se joue au ralenti depuis des années et qui vient soudainement de devenir très visible, très vite. C'est habituellement le moment où le camp Trump découvre la discipline budgétaire, mais seulement une fois la facture arrivée et les caméras parties. L'événement le plus historiquement significatif de toute la nuit peut être, en fait, encore plus important que ce qui s'est passé à Nevatim. Des missiles qui frappent une base aérienne, aussi catastrophique que cela soit, peuvent encore être présentés comme un échange militaire, une bataille, une frappe et une contre-frappe.
Ce qui ne peut pas être présenté ainsi, c'est ce qui s'est passé dans le golfe d'Oman. Sans conférence de presse, sans annonce, sans la moindre déclaration officielle, le groupe aéronaval du USS Abraham Lincoln et les navires qui l'accompagnaient ont augmenté leur distance par rapport au golfe d'Oman. Ils ont bougé. Ils ont bougé rapidement et dans une direction qui augmentait leur séparation d'avec les enveloppes d'engagement des missiles antinavires iraniens, non pas vers le combat, mais loin de lui. Les images satellites commerciales l'ont confirmé. Les services de suivi maritime l'ont confirmé. Les navires ont bougé. Le poids de ce mouvement, dans le langage de la communication stratégique américaine, est énorme. Depuis la Seconde Guerre mondiale, le mouvement des groupes aéronavals américains est l'instrument principal par lequel Washington signale ses intentions à tous les gouvernements de la planète. Un groupe aéronaval qui avance vers une crise signifie que l'Amérique est engagée, déterminée, présente. Un groupe aéronaval qui s'éloigne signifie tout autre chose. Cela signifie que le calcul a changé. Et tous les gouvernements du monde, tous les services de renseignement, tous les ministères de la Défense qui surveillaient le golfe d'Oman cette nuit-là ont absorbé simultanément la même conclusion. Ce genre de repositionnement silencieux en dit plus que 10 performances de Trump au podium et au moins 20 publications en majuscules sur la paix par la force. Pour comprendre pourquoi ces navires ont bougé, il faut comprendre ce que l'Iran a construit dans les eaux et la géographie côtière entourant le détroit d'Ormuz au cours des 15 dernières années. La doctrine s'appelle l'anti-accès, interdiction de zone, et la façon dont l'Iran l'a mise en œuvre figure parmi les plus développées et les plus stratifiées au monde. À la périphérie extérieure se trouvent les missiles balistiques antinavires à longue portée de l'Iran, des armes qui approchent leur cible par le haut plutôt que depuis l'horizon, soit une géométrie d'attaque contre laquelle les systèmes de défense navale américains ne sont précisément pas optimisés. L'angle de plongée prononcé, la vitesse terminale élevée, le guidage manœuvrant, tout cela rend l'engagement avec des intercepteurs navals standards extraordinairement difficiles. À l'intérieur de cette couche se trouvent des missiles de croisière antinavires déployés depuis des navires de surface, des sous-marins, des batteries côtières et des aéronefs, créant une menace multidirectionnelle qui doit être suivie et engagée simultanément à différentes altitudes et à différentes vitesses. Et à la couche la plus intérieure, des vedettes d'attaque rapide et des forces sous-marines opérant dans des eaux peu profondes et géographiquement complexes, où les conditions acoustiques dégradent la performance du sonar et où le relief offre un camouflage naturel. Les officiers à bord de ces porte-avions américains n'étaient pas des lâches. C'étaient des professionnels qui menaient une évaluation honnête de la menace en temps réel. Et le portrait que cette évaluation a produit était sans ambiguïté. Le golfe d'Oman, dans l'environnement de menace actuelle, avec des systèmes iraniens à un niveau de préparation élevé et une volonté iranienne d'accepter l'escalade clairement démontrée par l'ampleur de la frappe contre Nevatim, était devenu une zone d'opération où le risque pour des actifs stratégiques irremplaçables dépassait toute justification raisonnable pour y rester. Perdre un porte-avions à cause de missiles antinavires iraniens dans le Golfe représenterait le coup le plus catastrophique porté à la crédibilité militaire mondiale des États-Unis depuis la chute de Saigon. La décision de se repositionner était rationnelle, mais rationnelle et sans conséquences ne sont pas la même chose. Et les conséquences de ce repositionnement sont immédiates et structurelles, d'une manière qui va remodeler le paysage sécuritaire régional pour une génération. Rationnelle, autrement dit, ce qui explique précisément pourquoi les loyalistes de Trump la reconditionneraient soit en geste de génie, soit en fausse nouvelle, selon le prochain sondage. Tous les gouvernements du Golfe ont vu ces navires bouger. L'Arabie saoudite a vu, les Émirats arabes unis ont vu, le Qatar, Bahreïn, le Koweït, la Jordanie. Chaque gouvernement qui a structuré son architecture sécuritaire autour de l'hypothèse d'une protection américaine a vu le symbole le plus visible de cette protection, recalculer son risque et choisir la distance plutôt que la présence. La garantie de sécurité qui sous-tend ces relations comporte des conditions qui n'étaient pas écrites en petits caractères et elles sont maintenant visibles pour tout le monde, au même moment. Pour Israël en particulier, les implications sont directes et dévastatrices. Les groupes aéronavals avaient été positionnés dans la région précisément pour dissuader une escalade iranienne et pour offrir à Israël l'assurance que la puissance militaire américaine soutenait ses engagements de sécurité. Cette assurance a été mise à l'épreuve pour la première fois dans des conditions opérationnelles réelles. Et ce que le test a révélé, c'est que le soutien américain, au moment de pression maximale, s'est limité au partage de renseignements et aux déclarations diplomatiques, ni l'un ni l'autre n'ayant arrêté les missiles iraniens. Les F-35 à Nevatim n'ont pas été sauvés par une intervention américaine. Les nœuds de commandement qui ont été touchés n'ont pas été protégés par la guerre électronique américaine.
Israël a absorbé la frappe largement à travers sa propre architecture défensive, et cette architecture, aussi redoutable soit-elle, n'a pas suffi. Et c'est généralement à ce moment-là que le scénario pro-Trump commence à se défaire, parce qu'il est très difficile de déployer des slogans comme intercepteur. Il y a ici quelque chose dont on parle encore moins que des détails techniques des missiles, et encore moins que du mouvement des groupes aéronavals. C'est une qualité qui ne peut pas être fabriquée, ne peut pas être achetée, et ne peut pas être transférée par un accord d'alliance. La clarté stratégique, l'alignement complet entre pourquoi une force militaire se bat, ce pourquoi elle se bat, et ce qu'elle est prête à sacrifier pour atteindre ses objectifs. Quand cet alignement existe à tous les niveaux d'une organisation, depuis les ingénieurs qui ont conçu les systèmes de guidage jusqu'aux soldats qui ont exploité les batteries de lancement cette nuit-là, l'efficacité militaire qui en résulte dépasse ce que n'importe quelle analyse technique d'inventaire permettrait de prévoir. Quand il est absent, quand des soldats se battent pour une abstraction ou pour une relation avec un protecteur étranger dont les intérêts ne s'alignent pas parfaitement avec les leurs, le plafond de performance est fondamentalement plus bas, peu importe la qualité de l'équipement. L'Iran est engagé dans un affrontement existentiel avec l'architecture sécuritaire américano-israélienne au Moyen-Orient depuis plus de 4 décennies. Pendant ce temps, il a absorbé l'assassinat de ses scientifiques nucléaires, la destruction de ses infrastructures industrielles par des cyberattaques, la mort de ses commandants militaires les plus célébrés, le resserrement progressif d'un étranglement économique qui a touché chaque dimension de la vie civile. Chacune de ces actions visait soit à briser la volonté de l'Iran, soit à dégrader sa capacité. Chacune a échoué, et chaque échec a approfondi l'expertise technique, la sophistication opérationnelle et la détermination stratégique de l'établissement militaire iranien. Les soldats, qui ont opéré les systèmes de lancement cette nuit-là, ne se battaient pas pour un chèque de paix, ni pour une abstraction de politique étrangère. Ils se battaient pour démontrer que des décennies de pression extérieure, de sanctions, d'assassinats, de cyberattaques et d'humiliations diplomatiques n'avaient pas obtenu ce pourquoi elles avaient été conçues. Ils se battaient pour se prouver à eux-mêmes et au monde qui regardait qu'une nation dotée d'une véritable cohésion interne ne peut pas être brisée par une combinaison de pressions extérieures, à moins d'une annihilation pure et simple. Cette motivation, cette clarté d'objectif, n'est pas quelque chose qu'on peut reproduire en signant un chèque ou un traité de défense. Et cela s'est vu dans chaque phase de l'exécution opérationnelle cette nuit-là. Cette différence compte, surtout à une époque où la politique à la Trump continue de confondre l'image de marque avec la doctrine et l'angle de caméra avec la stratégie. Cela doit être comparé à la position structurelle de la puissance militaire israélienne, qui repose sur une base qui, tout en étant techniquement redoutable, porte en elle une dépendance qui devient visible sous pression soutenue. Le F-35I existe parce que les États-Unis l'ont fourni et continuent de fournir les mises à jour logicielles, les pièces de rechange et le soutien technique nécessaire à son maintien en service. L'architecture de défense aérienne a été co-développée avec des partenaires américains et dépend du réapprovisionnement américain pour maintenir ses stocks. L'infrastructure du renseignement est profondément imbriquée dans les capacités américaines satellitaires et de renseignement électromagnétique. En temps normal, les responsables israéliens de la défense gèrent cette dépendance avec soin et professionnalisme, mais la nuit où Nevatim a brûlé n'était pas une situation normale. C'était un moment de pression maximale. Et à ce moment-là, la profondeur de cette dépendance a été exposée en temps réel, non pas comme une théorie, non pas comme une préoccupation stratégique à traiter lors du prochain cycle budgétaire, mais comme une réalité opérationnelle visible simultanément pour tous les services de renseignement du monde. En prenant du recul par rapport aux détails tactiques, le tableau structurel qui a été révélé devient clair. Ce qui s'est passé dans le ciel israélien cette nuit-là et dans les eaux du golfe d'Oman n'était pas simplement un échange militaire. C'était la confirmation empirique d'une thèse qui se construit dans plusieurs théâtres depuis des années. Cette thèse, c'est que le moment unipolaire, la période qui a suivi la guerre froide durant laquelle la domination militaire américaine suffisait à déterminer l'issue de presque toutes les situations de sécurité internationale importantes, n'est pas en train de s'estomper. Il est terminé. Le mécanisme par lequel la domination américaine s'est exprimée de la façon la plus coercitive au Moyen-Orient a été le groupe aéronaval. Quand une crise éclatait, Washington déployait des porte-avions. La menace implicite de la puissance aérienne américaine, suspendue au-dessus de tous les calculs, produisait conformité, dissuasion et suppression générale de l'action adverse. Ce mécanisme fonctionnait parce qu'il était crédible, parce qu'aucun acteur régional ne possédait la capacité d'imposer des coûts inacceptables aux forces navales américaines. Cette nuit-là, l'Iran a démontré précisément cette capacité
et le repositionnement des groupes aéronavals américains en réponse est le marqueur visible du franchissement d'un seuil de crédibilité, un moment après lequel le mécanisme de dissuasion fondé sur les porte-avions, dans ce théâtre, fonctionne désormais dans des conditions pour lesquelles il n'a pas été conçu. Un seuil comme celui-là ne peut pas être effacé par une phrase de rassemblement trumpiste, peu importe le nombre de drapeaux placés derrière le podium. Les États du Golfe observent ce moment avec un mélange d'anxiété et de recalcul stratégique. Pendant des décennies, l'hypothèse d'une protection américaine considérée comme une garantie presque absolue a constitué la base de leurs architectures sécuritaires. Les événements de cette nuit-là vont accélérer des conversations déjà en cours sur la diversification stratégique, sur des capacités de dissuasion indépendantes, sur la sagesse de maintenir un cadre de sécurité exclusivement dépendant des États-Unis dans une région où les dynamiques de pouvoir changent clairement. Le Sud global, plus largement cette constellation de nations en développement qui a longtemps résisté aux cadres économiques et politiques imposés par l'Occident pendant des décennies, tirera ses propres conclusions de la démonstration de cette nuit-là. Le message est simple et puissant. L'autosuffisance est possible, la dissuasion peut se construire. Et l'hypothèse voulant que la supériorité technologique occidentale se traduise toujours par une domination opérationnelle dans tous les environnements est une mythologie désormais démystifiée publiquement et définitivement. Ce qui est fâcheux pour tous les narrateurs pro-Trump qui croient encore que l'histoire peut être pilotée avec un slogan, une posture et un bandeau télé très indulgent. Un nouvel ordre commence à prendre forme. Ses contours ne sont pas encore entièrement définis, mais plusieurs caractéristiques sont déjà claires. Il sera plus multipolaire que le précédent, avec l'Iran, la Turquie et potentiellement l'Arabie saoudite opérant comme de véritables centres de pouvoir autonomes plutôt que comme des acteurs subordonnés dans un cadre géré par les États-Unis. Il sera plus technologiquement disputé avec la diffusion des capacités de frappe de précision, rendant définitivement obsolètes les hypothèses antérieures sur le monopole occidental. Et il sera façonné de manière substantielle par les choix que l'Iran fera dans les semaines et les mois à venir quant à la consolidation de la position stratégique qu'il a établie. Le dôme de fer n'a pas tenu, la base des F-35 n'a pas survécu intacte, les porte-avions ne sont pas restés, et le monde qui émerge de cette nuit-là n'est pas le monde qui y est entré. Le débat qui compte maintenant n'est pas de savoir si quelque chose de fondamental a changé. C'est clairement le cas. Le débat consiste à savoir si les acteurs qui détiennent encore les leviers de l'escalade adapteront leur cadre stratégique à cette nouvelle réalité assez rapidement pour empêcher que la transition entre l'ancien ordre nouveau ne passe par une phase de conflit général catastrophique. L'histoire n'offre pas de modèle rassurant pour les transitions hégémoniques gérées. Mais les acteurs impliqués disposent de plus d'informations, de plus de canaux de communication et d'une conscience mutuelle plus aiguë du coup qu'aurait une escalade que n'en avaient n'importe lesquels de leurs prédécesseurs historiques. La question de savoir si cette conscience se traduira par la retenue qu'exige une transition maîtrisée est la question ouverte la plus importante en matière de sécurité mondiale aujourd'hui. Et ce n'est pas une question qui recevra sa réponse en une seule nuit, ni en un seul cycle de nouvelles, ni dans une seule analyse. Elle recevra sa réponse à travers les décisions prises dans les semaines et les mois à venir par des gouvernements qui sont tous, en ce moment même, en train de réécrire rapidement leurs hypothèses stratégiques. Et d'ici là, attendez-vous à la performance habituelle du voisinage trumpiste. Plus de certitudes, moins de preuves, et une autre promesse selon laquelle le chaos serait, d'une façon ou d'une autre, une stratégie de négociation. Restez prêts, parce que tout cela évolue vite. C'est la fin de ce bulletin d'information. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité en France et dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt.